Merci beaucoup pour cet exposé vraiment complet, qui fait de la synthèse, surtout j'ai particulièrement apprécié toute la première partie où vous faites la synthèse, le résumé et la synthèse de ces témoignages récents depuis, je dirais, décembre 2017. Alors, on en parle régulièrement, mais à dose un petit peu homéopathique. On donne une nouvelle et là vous faites vraiment le tableau complet. Ça c'est vraiment bien. Il y a sûrement des questions. Oui. Je suis désolé, il n'y a qu'un seul micro. Bonjour et merci pour votre exposé. J'avais une question concernant justement sur les vidéos, parce que j'en avais entendu parler, et il y a quelque chose que je ne comprends pas en fait, c'est que l'article du New York Times, de ce que vous venez d'expliquer, en fait les vidéos ont d'abord été publiées par quelqu'un d'autre, alors c'est ça que je ne comprends pas en fait, à partir du moment où c'est des documents déclassifiés, en fait comment ça se fait que ça soit passé par quelqu'un qui le publie sur internet et ensuite c'est repris par le New York Times. Alors, en fait, merci. Alors en fait, vous avez dans cette affaire un ufologue enthousiaste et milliardaire qui s'appelle Bigelow, qui recevait de l'argent de cette... Alors ça c'est selon les informations qui ont été rendues publiques, hein. Il faut prendre ça avec des pincettes, bien sûr, enfin qui apparemment recevait des contrats de cette organisation donc du Pentagone qui suivait ces questions, et d'après ce que je comprends, ce serait, et c'est peut-être aussi une fausse histoire pour justifier la fuite comme étant non volontaire, puisqu'à la fois on a de la matière qui soi-disant ne serait pas classifiée, mais qui aurait fuité d'une manière qui n'est pas convenable. Le coupable serait ce Bigelow, qui est par ailleurs un ufologue enthousiaste, qui utilise sa fortune pour soutenir un certain nombre d'ufologues américains. Et donc vous avez un certain nombre d'ufologues américains, dont la fameuse Linda Moulton Mao, qui bénéficie du soutien financier de M. Bigelow, en tout cas qui reçoit des contrats pour faire des recherches sur les sujets ufologiques. Donc ce serait par son intermédiaire, si j'ai bien compris, que ces documents seraient sortis d'abord, mais ce sont des documents qui sont bien présentés, enfin qui sont des propriétés du ministère de la Défense américain et qui n'ouvrent pas droit à des droits privés. Enfin, il faut juste mentionner que ce sont des documents du DoD, en fait. Jean. Merci, monsieur. Je voudrais vous demander le livre de Léonard. Vous l'avez passé, mais vous ne l'avez pas présenté, si vous pouviez. Oui. Alors en fait le livre de Léonard est un livre qui prétend qu'il y a des structures artificielles sur la Lune. Alors le sujet n'est pas nouveau, mais en tout cas il me semble que c'était lui le premier à présenter un certain nombre de dessins qui étaient soi-disant tirés de photographies, avec d'ailleurs les références des photographies en question. Bon, moi je reste, mais c'est mon ignorance, je reste un peu sceptique, je reste toujours très prudent, hein, parce que j'arrive pas à être convaincu par ces dessins nécessairement. Bon, il y a dans les mystères sur la Lune, il y a ce qui pourrait correspondre à une espèce de très longue cheminée ou très longue, oui, je veux quand même qualifier ça de cheminée, ou de tour, voilà, qui apparaît sur une photographie, mais bon, moi je reste toujours prudent, et vous avez, à mon sens, sur ce sujet-là, beaucoup de désinformation. Enfin, ça c'est ma conviction, qui est un peu destinée soit à cacher une réalité, et en la discréditant par l'excès, mais le travail de Léonard, je le trouve intéressant parce que j'ai l'impression quand même que le personnage a une certaine sincérité. Voilà. Qui était-il ? En fait, il travaillait pour la NASA. Alors, je ne me souviens plus exactement quelle était sa responsabilité, mais il travaillait pour la NASA et
Bon, après, vous avez eu toute la... Ça fait partie du folklore ufologique, toute l'histoire, soi-disant que les photos de la Lune sont régulièrement corrigées pour cacher, etc., des structures ou d'autres. Et en parallèle, vous avez, je crois que c'était récemment dans cette société savante britannique interplanétaire, la suggestion d'un astrophysicien qui disait, écoutez, si on cherche des preuves extraterrestres, eh bien, il faudrait faire très attention à la Lune, parce que peut-être qu'on y trouverait la trace d'une sonde qui aurait été envoyée, peut-être il y a des millions d'années, mais qui se trouverait quand même sur la Lune. Voilà, donc je fais ce rapprochement. Mais en tout cas, vous avez sur ce sujet-là des images retouchées, donc ça c'est un sujet classique, hein, des soi-disant images retouchées de la Lune. Dans les images, l'image qui m'a le plus surprise concernant la Lune, c'est une image qui semble authentique, représentant un astronaute, donc a priori rien d'anormal, sauf que sa tenue ne ressemble pas du tout à la tenue connue. Voilà, c'est la seule chose que moi j'ai vue d'assez étonnant. Oui. Oui. Une question ? Oui, sur les anomalies lunaires, oui, il y en a différents types. Moi j'ai vu des photos qui semblaient quand même floutées. Je ne sais pas comment l'interpréter. Peut-être que ça a été flouté simplement parce que c'était raté et qu'on a voulu cacher la misère, ou est-ce que vraiment on a voulu cacher un secret? Bon, je ne sais pas. Et puis il y a la fameuse tour, il y a quelques objets comme ça, des photos qui ont été prises au tout début de l'exploration lunaire. Moi je les interprète comme des phénomènes naturels. Des spires de poussière qui sont projetées dans l'atmosphère. Il y a beaucoup de phénomènes lumineux sur la Lune qui ne sont pas toujours expliqués. Bon, maintenant on explique souvent par des météorites qui frappent la Lune. Il peut y avoir des dégagements de gaz, il peut y avoir des choses... peut-être pas. De plus en plus on s'aperçoit que la Lune est moins morte qu'on le croyait. Suite au vol Apollo, on a enterré la Lune en quelque sorte. On a dit cette planète est morte, elle est finie, il n'y a rien à en tirer. Allez, on passe à autre chose. Et maintenant, de plus en plus, on découvre de l'eau par-ci, de l'eau par-là, on découvre beaucoup de choses intéressantes. Bon, c'est mon petit grain de sel. D'autres questions? Ah ben non, Michel, t'as bien dépensé ton quota, là. Ouais. Non? Allez, soyez pas timide, vous avez sans doute des questions? Je voudrais bien vous continuer globalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les objets aquatiques à l'échelle planétaire, par exemple, parce que c'est les ONI. Oui, abordé beaucoup. Oui, alors, moi, ma conviction, c'est qu'une grande partie des objets dits non identifiés ont la capacité de subaquatique, de rentrer dans l'eau. Il y a un travail qui a été fait par un Russe, j'oublie son nom, je l'ai cité dans un de mes slides, Kolchin. Et vous avez également aussi des travaux qui ont été faits par Litvinov qui montrent que, et moi j'ai eu l'occasion de parler à des vétérans qui ne voulaient pas être cités directement, mais qui m'ont expliqué que vétérans sous-mariniers, que l'un en particulier, son sous-marin, a été suivi et ensuite encerclé par un objet qui se déplaçait à 400 nautiques de vitesse autour de lui. Donc lui ne le voyait pas, mais le détectait au senseur. Vous avez dans le travail, alors le travail de Kolchin est un travail très systématique sur toutes les observations d'OVNI en Russie, et donc dans la partie consacrée au subaquatique, vous avez un certain nombre de descriptions d'objets, par exemple, qui sortent de l'eau ou rentrent dans l'eau sans provoquer de splash. Vous voyez, donc il y a absolument... Ça, c'est un cas. Vous avez un autre cas très étonnant où un objet sort de l'eau avec un volume d'eau au-dessus de l'objet qui va prendre un petit temps avant de retomber dans l'eau. Voilà, donc vous avez... Et je dirais de la part de la marine soviétique, vous avez de nombreux témoignages. Alors encore une fois, c'est des témoignages un peu frustrants parce que les livres russes sont des livres, je dirais, sans note de bas de page, hein, où souvent on vous énonce
un certain nombre de témoignages, mais je pense que ces témoignages correspondent à des informations tirées des documents officiels, et qui sont tout simplement ensuite données au public général, et avec des objets sous-marins. Donc moi, et en particulier l'un des ufologues russes que j'ai interrogé est convaincu qu'au moins, puisqu'il considère qu'il y a beaucoup de visiteurs, mais au moins une catégorie des visiteurs est basée sous nos océans. Et que, évidemment, étant basé sous nos océans, c'est un mode assez discret de vivre sur Terre. Et donc ça vous renvoie au film Abyss. Je pense que le film Abyss n'est pas neutre. Il n'est pas neutre. Et je pense que ça fait partie, enfin c'est comme tout le cinéma hollywoodien, qui à mon sens fait partie de l'éducation générale. Il s'agit d'éduquer les populations pour que le jour venu, personne ne soit surpris. Et je pense que ça marche. Et je pense qu'on s'approche du moment où... Et j'estime, c'est pour ça ces vidéos de 2017, pour moi, font partie du processus d'annonce. Pour moi, c'est le processus d'annonce. Le processus d'annonce, il était également enclenché avec la candidate Clinton et bien sûr le fameux John Podesta, puisque comme vous le savez, John Podesta est un ufologue qui voulait convaincre Obama de déclassifier sur un certain nombre de sujets. Et ce qui est intéressant avec les Wikileaks, c'est que vous avez eu les échanges entre Mitchell et John Podesta. Vous avez peut-être vu ça. Vous avez, Mitchell écrit à John Podesta son inquiétude sur la militarisation de l'espace, en ajoutant que l'intelligence extraterrestre de l'univers, alors j'essaie de me souvenir de l'expression exacte qu'il a utilisée, je ne veux pas dire une bêtise, je ne sais pas si c'est l'univers parallèle ou transverse, ou je ne sais pas, ne laissera pas faire une militarisation de l'espace. Et il écrit ça à John Podesta, qui est quand même le chef de campagne de Hillary Clinton. Donc c'est à apporter au dossier. Et effectivement, il y avait la promesse d'Hillary Clinton, l'aurait-elle tenue si elle avait été élue, de déclassifier l'information sur la question des ovnis. Mais je pense que déclassifier dans ce sens-là, c'était admettre Roswell. Vous voyez, je pense qu'on allait au-delà de... Parce que déclassification, vous avez aux États-Unis assez de matière dans les archives à consulter sur les observations d'OVNI. Là, je pense que c'était la mission Roswell. Je vais juste poser une question que je pense. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que les raisons qui poussent à cacher l'ensemble du phénomène elles continuent? Est-ce que ces raisons vraiment, vous pensez que c'est qu'une question d'éducation du public, c'est-à-dire qu'il faut que le public s'y habitue, ou il n'y a pas des raisons plus profondes, politiques et économiques? Il y a beaucoup de gens qui les pensent, c'est mon idée, mais il y a plein de personnes qui exposent ça. Alors vous avez raison, c'est d'ailleurs l'argument de Mitchell, puisque Mitchell et d'autres, Mitchell estime que les technologies découvertes grâce aux objets récupérés permettraient, pour ce qui est de l'énergie, de s'abstenir des énergies fossiles. Bon. Je ne sais pas s'il a raison, mais c'est... Ce que dit le docteur Green, évidemment. Bon, voilà. Il dit, vous avez tout à fait raison. Et donc ça fait partie de l'argumentaire de ceux qui disent on ne lève pas le secret parce que les conséquences économiques seraient incalculables. Alors, on peut estimer aussi que la levée du secret impliquerait une pression sur ceux qui possèdent des objets, les États-Unis pour ne pas les citer, pour partager avec le reste du monde la technologie. Donc on pourrait imaginer aussi ça. Mais je pense que très clairement, vu d'abord le degré de conversation, nous sommes en train de parler de ça, tout ce que je raconte est débattu constamment sur Internet, vous avez plein de vétérans qui livrent des petits morceaux de ce grand puzzle. Toutes les nations sur la Terre
je dirais, sont au courant. En tout cas, les grandes nations comme la Russie, la Chine. Vous parliez de la Chine tout à l'heure. Lorsque vous allez dans une bibliothèque chinoise, vous avez la revue d'ufologie principale, il y en a 4 à ma connaissance, mais la principale se trouve au rayon aéronautique. Sans aucun... elle n'est pas du tout au rayon ésotérique, elle est au rayon aéronautique. Donc les Chinois ne sont pas du tout innocents sur la question. Oui, alors moi j'ai trouvé justement très intéressant là, que vous parliez de la Russie. Enfin, moi j'étais pas du tout au courant de l'ufologie russe. Mais alors justement j'avais une question parce que là vous venez de parler de la question de ce qui est classifié, déclassifié. Donc ça on sait qu'avec les États-Unis il y a un certain nombre de documents classifiés. Mais est-ce que l'attitude de l'État russe est la même que celle des États-Unis, puisque est-ce qu'il y a le même désir de garder le secret? Et dans le cas contraire, est-ce qu'il y a autre chose que des livres qui rapportent des témoignages, mais réellement des rapports comme celui des rapports officiels, en fait, des livres qui soient comme le rapport Cometa en France, voilà, quelque chose on sait que ça vient du ministère de la Défense russe, et non pas des livres qui reprennent des témoignages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'abord, est-ce que l'attitude de l'État russe, ou l'État chinois d'ailleurs, est la même que celle des États-Unis, c'est-à-dire de garder un secret là-dessus? Oui, j'ai envie de dire que l'attitude de l'État russe et l'attitude de l'État chinois est la même. C'est-à-dire que d'un côté, on laisse des personnes, alors après on peut se poser la question sur les histoires de classification, s'il s'agit de personnel soviétique, ex-soviétique, quelles contraintes sur le secret. Ce qu'on peut observer, c'est que vous avez énormément de militaires à la retraite ex-soviétiques qui ont parlé sur la question des ovnis. Et je vous ai cité les cas de marins, ils ont publié, vous avez des émissions de télévision en Russie, vous ai cité le cas de l'amiral Tchernavin, qui a été le dernier commandant en chef de la marine soviétique, vous avez l'amiral Kwiatkowski, qui était le dernier commandant du renseignement naval soviétique, vous avez un certain nombre de sous-mariniers tout à fait éminents, avec pignon sur rue, qui se sont exprimés, en uniforme. Ils n'ont même pas parlé en civil, ils ont parlé en uniforme. Moi je considère que ce sont des admissions, des quasi-admissions officielles, en plus au vu de tout le monde, puisque c'est la télévision, c'est diffusé à tout le monde. À côté de ça, vous avez la fameuse déclaration de Medvedev, alors il devait déjà être redevenu Premier ministre, mais qui expliquait qu'il avait sa petite mallette avec la situation des activités extraterrestres sur le territoire de la Russie, qu'il donne sur un air de boutade, avec le sourire. Donc voilà, on va en rire de son histoire. Et récemment, on a interviewé le président Poutine sur la question, et il a dit oh, c'est pas un sujet sérieux pour l'État. Voilà. Donc il a tué un peu les choses. Un peu comme Trump, récemment, sur la question des pilotes, a déclaré, comme je le disais tout à l'heure, nos glorieux pilotes doivent penser ce qu'ils veulent penser. Moi, j'y crois pas. Voilà. Mais tout est possible. Donc, je dirais, l'affaire est désamorcée par ces déclarations des très hauts responsables. Mais à mon sens, au niveau de personnes qui ont eu l'expérience directe, vous avez assez de témoignages pour considérer qu'il n'y a pas l'ombre, à mon sens, l'ombre d'un doute. L'ombre d'un doute. Oui, bonjour. Alors, j'en ai écouté beaucoup de pays qui ont témoigné, et où en est la France avec ces témoignages? Je
réponds au titre complètement personnel, hein, et en n'étant peut-être pas la personne la mieux placée pour répondre, mais je dirais, il faut voir, il faut aller visiter le site du CNES, hein, le site du GEPAN, et voir que je dirais que l'analyse reste très prudente. Hein, l'analyse du GEPAN rappelle un peu celle du projet Blue Book des années 50. C'est-à-dire de dire on n'a pas de preuves, voilà, on n'a pas de preuves que ce soit des engins d'origine extraterrestre. Mais l'absence de preuves ne veut pas dire que ce ne soit pas le cas. Mais on n'a pas de preuves. Voilà. Donc ça c'est à mon sens ce que je comprends du discours officiel. Néanmoins, comme vous le savez, et à mon avis tous dans la salle beaucoup mieux que moi, vous avez eu à la fois le fameux Velasco qui a exprimé le fait qu'il croyait à l'hypothèse extraterrestre, et puis après il y a eu cette dissolution, le CEPRA, la recréation ensuite, et puis Yves Silla, qui est quand même une personne tout à fait incontestable, et qui ensuite, dans son livre qu'il a publié, a aussi exprimé, à mon avis très clairement, qu'il penchait pour l'hypothèse extraterrestre. Donc d'avoir les personnes qui ont été en charge de ces dossiers qui émettent ces opinions, même si elles ne sont plus en charge au moment où elles les disent, ou même si elles sont sanctionnées parce qu'elles les ont dites au moment où elles étaient en charge, à mon avis, ça m'a l'air très clair. Merci. Oui, je voulais revenir à une question qu'on avait posée tout à l'heure, en parlant de la distinction entre la Russie soviétique et la Russie actuelle. Je pense que le fait même d'avoir le dogme marxiste permettait d'être wide open, quoi. On pouvait s'attendre à des déclarations. Et le corollaire de tout ça, quid des autorités ecclésiastiques, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein. Je ne vise pas une religion particulière. Alors, sur les soviétiques, donc il apparaît très clair qu'il y avait ces deux niveaux, puisqu'on est toujours évidemment avec des histoires de classification. Donc à l'époque soviétique, ce que je vous ai décrit sur l'organisation du renseignement naval et ensuite du GRU, le programme Galactica de 1982, les 130 instituts mobilisés, etc., pour étudier les effets physiques, etc. Ça, c'est une information qui, à l'époque, était classifiée, qui maintenant est révélée par des ufologues russes, je dirais ex-soviétiques, puisqu'ils ont un âge ils étaient des Homo soviéticus. Je pense à la fois à Evgeny Litvinov et je pense aussi à Vladimir Ajaja. Mais j'ai compris aussi qu'il y avait, puisque vous avez quand même pas mal d'anciens responsables qui se sont exprimés, j'ai compris qu'il y avait une frustration chez des Russes aujourd'hui d'avoir arrêté ou d'avoir ralenti une recherche sur le sujet et d'avoir laissé passer les États-Unis devant. Et que donc le fait que certains parlaient aurait été une manière d'encourager l'État à reprendre la recherche. En tout cas, ça m'a été présenté comme une justification pour expliquer pourquoi. Vous avez par exemple ce livre que je citais tout à l'heure, qui s'appelle OVNI au-dessus de la Russie, qui a été publié en 2003 ou 2004 par le colonel Kolchin, qui était à la retraite du KGB, mais qui est quand même un livre, à mon avis, nourri par des documents officiels. Mais ça reste encore un peu comme le rapport Cometa. C'est-à-dire, le rapport Cometa, c'est pas un document officiel. C'est des généraux à la retraite. Et vous avez des gens, en deuxième section, vous avez des gens mal intentionnés qui vont critiquer ces généraux qui ne sont plus justement en pleine activité pour essayer de décrédibiliser le rapport Cometa. Donc, je dirais que côté russe, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de documents, mis à part les instructions de la marine soviétique déclassifiées de 1978. Moi, je considère que c'est un document très fort, ce document. Mais pour le reste, c'est des travaux semi-officiels. C'est les livres d'Ajaja. Et les livres d'Ajaja, il y a plein de bêtises dedans, hein, aussi. Donc,
ça contribue à faire que on n'arrive pas à passer la barre. Hein. Et c'est un petit peu la situation, je vous dis, générale. Mais là, récemment, comme je le dis, ces cas américains me font penser que l'on est en train de bouger vers la reconnaissance. Et alors, concernant les... Ah oui, les ecclésiastiques. Oui. Alors, tout à fait. Alors là, vous avez une attitude extrêmement ouverte du Vatican. Hein, vous l'avez noté sans doute, mais vous avez une attitude très ouverte avec le Vatican qui considère que toutes les créatures sont de Dieu partout, etc. Donc, alors on a soi-disant, moi je serais curieux d'avoir des éléments, moi j'ai pas d'éléments particuliers, il y a la soi-disante rencontre qu'aurait eu Jean 23 avec un personnage venu d'ailleurs dans les jardins de Castel Gandolfo. Bon, je voudrais des détails, je n'ai pas d'informations sérieuses sur cette affaire, et j'ai pas étudié la question, donc c'est voilà un sujet intéressant à creuser. C'est un peu à mettre en parallèle avec la soi-disante rencontre du président Eisenhower, qui entraîne les dentistes d'Eisenhower en conflit avec les ufologues, puisque ce jour-là, il était officiellement soigné pour un problème dentaire, qu'il a présenté le soir son dentiste aux journalistes, mais que c'est ce jour-là où il aurait eu une fameuse rencontre. Voilà, et que l'affaire dentaire n'aurait été qu'un alibi. Bon. Moi, j'ai pas de, je n'ose pas me prononcer. Il y a des personnes qui, il y a des témoignages. Il y a des témoignages qu'il faut écouter, qu'il faut regarder sur ça. Mais en tout cas, la religion catholique, le Vatican est très ouvert sur la question. Et vous aviez un très célèbre père italien chargé de la question. D'ailleurs, c'est le chargé de la démonologie qui gère les questions d'OVNI et d'extraterrestres. Hein. Et si mon souvenir est juste, il s'agissait du père Balducci, qui a dû mourir en 2004 ou 2005, et qui était un ufologue qui assistait à des congrès d'ufologie et qui était aussi chargé de la démonologie au Vatican. D'après le livre de Silebias sur les ovnis en Pologne, en fait, il semblerait que, d'une certaine façon, un peu paradoxale, du temps du régime communiste, qui était un régime totalitaire, ils étaient plus libres, les gens, d'étudier le phénomène ovni que maintenant. Maintenant, ils ont en théorie toutes les libertés, sauf que c'est extrêmement mal vu. Il y a les sceptiques règnent en maître dans les médias, et ils peuvent rien faire. Alors qu'avant, du moment qu'ils restaient dans les normes, qui étaient encadrés par le parti, ils pouvaient faire à peu près ce qu'ils voulaient. C'est ce que j'ai vu. Alors, je suis ignorant sur l'ufologie polonaise et curieux d'en savoir plus, hein, puisqu'il y avait une rumeur, et moi je ne sais pas si elle est fondée ou pas, hein, qui essayait qui parlait d'un crash en Pologne à la fin des années 30, qui aurait été récupéré par les Allemands. Mais bon, moi j'ai pas d'éléments, je n'ose pas m'aventurer, je cite juste ça. Mais alors, pour ce qui est de l'attitude des autorités communistes, comme vous le savez, dans plusieurs pays communistes, à l'époque communiste, il y avait une attitude beaucoup plus ouverte vis-à-vis du paranormal. Prenons la Bulgarie avec la célèbre voyante Vaianga, qui était consultée par le dictateur Zhivkov et par beaucoup d'autres, et qu'on fait toujours parler aujourd'hui, alors qu'elle est plus au monde. Il y avait un département d'études de paranormal à l'université de Sofia, donc à l'université. Et je crois je ne sais pas s'il est toujours actif aujourd'hui, mais en tout cas il existait à l'époque communiste. Et chez les Russes, au nom de la perestroïka, vous aviez eu des ouvertures sur la question des ovnis à l'époque. Vous aviez eu, d'abord vous avez la fameuse affaire de Voronej en 1989, qui a justifié d'ailleurs un voyage de Jacques Vallée en URSS à l'époque, où il a été reçu par le même Vladimir Ajaja. Alors sur cette affaire de Voronej, vous avez
les témoignages, alors là c'est des enfants qui ont vu dans un grand parc des objets, des personnages ou des robots descendant des objets. Un enfant s'est dématérialisé, s'est rematérialisé, il y a les dessins d'enfants. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'information est sortie dans les médias soviétiques, relayée par le KGB local, en porte-parole, qu'elle a été publiée par, à l'époque, le New York Times. Et toujours à l'époque de la perestroïka, vous avez eu des photos, alors des photos mode soviétique, c'est-à-dire même les bonnes photos authentiques sont tellement retouchées qu'on ne sait pas si elles sont authentiques ou pas. Donc des photos d'OVNI au-dessus de l'URSS et présentées. Il y avait notamment un livre qui a été publié par l'agence Novosti à l'époque sur une décennie soviétique, donc ça devait être 1979-1989. Et là, vous aviez un certain nombre de clichés d'OVNI. Mais encore une fois, frustrant, parce qu'on ne sait pas si c'est fait au fusain ou pas. Mais, et donc, au titre d'une certaine ouverture. Mais comme je l'explique, pour moi, ça n'a pas cessé ensuite. C'est-à-dire que côté russe, vous avez énormément de publications, énormément de programmes de télévision qui abordent ces questions. Si vous regardez l'Internet russe aujourd'hui, il y a peut-être encore plus de sujets OVNI. L'Internet russe, il vient chez moi, il met des spams en voiture. Pardon? Je plaisante, je dis l'Internet russe, il débarque chez moi. Il débarque chez vous? Oui, mais en tout cas, si vous regardez, si vous suivez les nouvelles russes, si vous regardez les nouvelles russes, si vous voyez des histoires d'OVNI tous les jours. Vraies ou fausses, ou simplement pour appâter le lecteur. Voilà. Ok. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'on continue le débat? Allez, une dernière parole. J'ai lu le livre d'Anne Farkas, qui est un ufologue roumain. Il y a beaucoup, et il explique que l'ufologie a été tolérée sous le régime de Ceausescu, pratiquement encouragée, un petit peu comme dans les pays de l'Est soviétique, on laissait les églises vivre, parce que si les gens vont à l'église, ils ne vont pas contester le régime, donc les églises ont toujours été tolérées, mine de rien, même en Russie soviétique, sauf à l'époque de Staline, mais par la suite, l'église, maintenant, au temps de Poutine, l'église vit bien dans les pays, d'anciens États soviétiques, mais l'ufologie également a été tolérée, par exemple, en Roumanie. C'était très bien toléré par Ceausescu, et la SFAN a été fondée par Jan Obana, donc qu'on est ici en France, parce qu'il est venu en Belgique, en France, et ça a été fondé, je crois, en 1980, 79-1980, donc avant la chute du mur de Berlin, et officiellement avec l'agrément du ministère de la Recherche scientifique, etc., et jusqu'à aujourd'hui. Et il y a beaucoup de témoignages dans le livre d'Anne Farkas qui recoupent tout ce qu'on appelle l'ufologie classique, les enlèvements, beaucoup d'observations militaires. Voilà, et des observations d'objets sous-marins également. Très intéressant. Ça serait très intéressant de découvrir ça. Récemment, je parlais avec un universitaire cubain qui m'a expliqué que Fidel Castro avait autorisé un programme de télévision de 2 heures sur un cas d'abduction cubain. Un cas d'abduction d'un paysan qui soudain s'est retrouvé à la Havane alors qu'il était à 5 heures de route ou 6 heures de route de la Havane et il s'y est retrouvé en 1 heure. Et ce cas a fait l'objet d'une émission de télévision qui était autorisée par le régime. Donc je pense que c'est une bonne distraction, enfin c'est une bonne occupation des esprits d'avoir des histoires d'ufologie. Bon, je vois d'ailleurs que ça se clairsème un petit peu. Bon, je vais couper, oui. Je vous remercie tous, je remercie tout le monde. Merci beaucoup, merci monsieur. Tant que c'est lieu, j'ai bien fait d'assister, puisqu'on a quand même un petit public sympathique, et puis voilà, quand je vais faire ça, ça va être filmé, ça va être diffusé. Je pense qu'on a fait du bon boulot. Voilà.
On va faire un peu d'autosatisfaction quand même. Oui. Entrez bien, et puis à bientôt.